bienvenue dans Paris Basketball on Air. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver plusieurs mois après la fin de la dernière saison. On revient, on est enfin de retour pour cette preview que vous en attendiez, que vous en avez demandé depuis plusieurs semaines. Elle est enfin arrivée, la preview de la saison 2022-2023 du Paris Basketball. On va d'abord faire un tour des événements de cet été, des mouvements, des départs, des arrivées, des joueurs qui sont restés. Bref, on va faire un tour d'horizon assez complet de l'effectif. On va forcément parler de ce qu'on a déjà vu, parce qu'il y a eu plusieurs matchs, déjà matchs amicaux, il y en a eu 8, et donc on a déjà une première idée de ce qu'on a pu voir depuis le début de la pré-saison, depuis la fin août. Et enfin, forcément, voilà, qui dit preview va dire pronostic. On va un peu se dévoiler et donner nos avis sur ce qu'on pense que la saison du Paris Basketball sera dans les prochaines semaines, prochains mois. Aujourd'hui, l'équipe est au complet, tout simplement. Je vais commencer avec Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, comment ça va? Écoute, ça va, on est ravis de reprendre du service aussi, hein, comme les joueurs, je suppose. Et toi? Partagé, plaisir partagé, hein. On a bien attendu, hein, on a eu la pré-saison pour un petit peu faire monter l'intensité et les attentes, mais maintenant on est bien content que ça recommence. Complètement, et je pense que notre deuxième chroniqueur, Lilian, sera tout à fait de cet avis. Salut Lilian. Salut Flavien, salut Antoine, et oui, Salut! le même engouement, surtout que on peut dire que cette saison c'est un nouveau chapitre qui se tourne pour Paris avec l'arrivée de Will Weaver. Il y a quand même des choses qui vont changer, on va en parler plus tard, mais voilà, donc tout ça est très excitant. Tout ça est très excitant, je suis bien d'accord. Avant de démarrer, je vous rappelle, vous pouvez vous abonner sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @ParisB-8OnAir. Sur Instagram et sur Facebook, c'est Paris Basketball on Air. Vous l'avez sûrement vu il y a quelques semaines, on n'a plus de site internet. Maintenant, on passe que par du podcast. Il y aura une offre d'émissions qui sera beaucoup plus variée et beaucoup plus répétitive cette année. Abonnez-vous non plus aux plateformes de podcast, aux plateformes d'écoute sur lesquelles vous écoutez cette émission. C'est l'heure de démarrer. Paris Basketball on Air saison 4, épisode 1, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kamagaté du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball on Air. Donc comme je vous le disais en préambule, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées, beaucoup de mouvements très généralement du côté du Paris Basketball cet été. Je vais d'ailleurs commencer par vous lister les mouvements avant d'en parler avec vous, messieurs. D'abord, du côté des départs, avec Jean-Christophe Pratt, je pense que c'est le plus gros mouvement de cet été, c'est au niveau du coaching staff. Donc Jean-Christophe Pratt qui est parti, remplacé par Will Weaver. Rainbow Threat, lui, qui est allé à Saratov en Russie. Loïs Gendret, qui est allé à Cergy-Pontoise. Milan Barbic à Fos-sur-Mer. DJ Funderburg, qui était parti en Grèce, a fini en Italie. Amarassi a pris sa retraite. Et enfin, un peu la surprise, on va dire, Pacom Dadier, qui est parti du côté de Ulm en Allemagne. Côté des arrivées, il y en a un petit peu moins. Donc, je l'ai dit, Will Weaver, qui est arrivé comme head coach du Paris Basketball. Tyrone Wallace, Amir Sims, Amar Gejic et Kylian Malwayas sont arrivés. Et puis sont restés Kyle Holman Jr., Johan Béguin, Axel Toupane, Gauthier Denis de Sinsleva et Ismaël Kamagaté. Je vais commencer avec toi, Antoine, pour démarrer. Petite question simple. Qu'est-ce que tu penses de cet effectif en état, des arrivées, des départs? C'est quoi la première idée qui te vient quand tu vois l'effectif parisien aujourd'hui? Quand je vois cet effectif-là qui a mis un petit peu de temps à se dessiner, hein, puisqu'on en a parlé assez longuement lors des podcasts précédents, toi et moi, Flav, le Paris Basketball a mis pas mal de temps à lancer son mercato et en commençant par le coach assez tardivement, mais bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, on en a déjà pas mal parlé. Je trouve qu'on a passé un cap, en fait on s'est un petit peu européanisé si je puis dire, c'est-à-dire que l'effectif s'est renforcé en accueillant des joueurs qui, sur le papier, du peu qu'on a vu, sont censés avoir un niveau pour jouer la Coupe d'Europe, ce que va faire le Paris Basketball, et pour step up aussi, et donc potentiellement jouer les playoffs, c'est ce qui est attendu du côté du club, en arrivant avec Tyrone Wallace qui a une expérience NBA, Amir Sims qui est quand même un joueur qui a joué en G-League. C'est très américain au final comme recrutement, hormis Kylian Malwaya notamment qui a un petit peu pallié le départ de Pacom Dadier qui était assez surprenant. J'aime bien l'effectif, il y a beaucoup de talent, notamment offensivement, je pense on va y revenir. Ça manque encore d'un poste 5 derrière Ismaël Kamagaté, qu'on est content de voir revenir également.
Et peut-être d'un meneur gestionnaire. On verra un petit peu ce que vaut notre dernière recrue, Amar Gegic, pardon. J'espère que je le prononce bien. Bon, ça viendra avec le temps sûrement. Mais j'attends encore de voir comment va s'articuler cet effectif qui, sur le papier, a l'air assez excitant à voir jouer, du moins d'un côté du terrain. De l'autre, je suis encore un petit peu pas sceptique, mais je demande à voir. Lilian, ton avis sur le premier abord, on va dire, sur l'effectif aujourd'hui? Ben, au premier abord, je dirais que c'est un effectif très polyvalent, de par notamment les qualités athlétiques et les dimensions physiques des joueurs que Paris a recrutés. Euh, c'est vrai que là, on a beaucoup de... Antoine parlait, peut-être il y a l'absence comment dire, d'un gestionnaire de ballon, mais en fait, il y a plusieurs, on va dire, porteurs de balles dans cette équipe. On en voit quatre se dessiner avec maintenant l'arrivée de Gegic, avec Wallace, Alman, Bégarin et donc le Bosnien. Et en- après la polyvalence, je dirais qu'on peut dire que c'est un groupe de qualité, mais est-ce qu'il est peut-être pas un petit peu juste en termes de quantité? Bah ça, c'est la saison nous le dira. Mais en tout cas, l'effectif est plutôt intéressant maintenant qu'il est quasiment complet. Il y aura peut-être encore une recrue, mais bon, là, on a quand même en tout cas les grands contours de l'équipe. On pouvait avoir des craintes, voilà, au début de l'été, comme le disait Antoine, le mercato a eu du mal à se lancer. Mais là, on est quand même à l'aube de la saison. Je pense qu'on est quand même beaucoup plus confiant sur les qualités que peut avoir l'effectif là de Will Weaver pour sa première saison avec Paris. Bah, c'est vrai que tu le cites, et pour moi, c'était. Je voulais qu'on parle un peu des forces et des faiblesses du roster, tout simplement. Je trouve effectivement que la faiblesse pour le moment, c'est sa quantité, c'est qu'il manque vraiment encore une recrue dans le secteur intérieur, ce qui n'est pas forcément ce qui est pas forcément prévu en tout cas du club. Je crois que c'est Basket qui en parlait la semaine dernière. Il disait que Paris cherchait pas forcément de pivot. C'est un peu, pour moi, c'est vraiment le point noir, on va dire, de l'été. Parce que dans sa globalité, moi je trouve l'effectif, on va dire qualitativement parlant, vraiment de très bon niveau. Euh, Plutôt agréablement surpris en fait des recrues américaines de ce qu'on a pu en voir un peu en prépa. On va en revenir après, mais sur, on va dire le socle de joueurs, on va dire, du parisien n'a pas changé, hein. S'il y a encore des Bégarins, encore Kamagaté, Denis et Sleva sont restés aussi. T'as la chance que Kyle Holman n'ait pas eu un contrat en NBA et donc qu'il soit revenu à Paris. Et c'est vrai que, un peu comme vous, je trouve que l'effectif s'est amélioré, c'est européanisé, comme tu le disais Antoine. J'aime bien ce terme parce que, effectivement, tu as un saut de qualité. Euh, Théoriquement, avec un effectif pareil, tu vas, encore une fois, on le verra plus tard, mais tu vas pas forcément finir à la même place que l'an dernier en championnat. Donc, tu te dis que l'été a quand même été plutôt bien géré. À voir après si ce qu'on a pu en voir pour le moment va se confirmer. Est-ce que, bah Antoine, je vais y aller avec toi. Est-ce que toi, tu vois une force vraiment dans cet effectif particulière? Comme l'a justement souligné Lilian dans son avis sur le recrutement, c'est la capacité de porteur de balle que je trouve intéressant, notamment sur les lignes arrière. Évidemment, Tyrone Wallace et Kyle Holman qui ont déjà prouvé sur le peu d'échantillons de basket qu'ils avaient des vraies qualités offensives et des qualités un petit peu de pyromane, enfin si ça peut être une qualité. Et c'est un peu ce que je retrouve globalement dans cet effectif, c'est le potentiel offensif. On l'a vu donc, des deux que je viens de citer, plus Amir Sims qui a l'air d'avoir aussi un bagage offensif assez intéressant. On ajoute à ça voilà, le travail d'Ismaël Kamagaté dans la raquette, le jeu balle en main de Sleva ou encore le shoot de Gauthier Denis. Donc il y a vraiment un vrai potentiel offensif dans cet effectif. Après, on l'a pu le voir notamment lors de la pré-saison et du peu de basket qu'on a pu voir du nouveau coaching staff et de Will Weaver qui a vraiment envie de faire jouer son équipe et de courir vite. Notamment, on l'a vu lors des PEG. Donc, c'est vraiment ce qu'il émane de ce groupe-là pour moi, c'est les capacités offensives. Après, de l'autre côté du terrain, ça reste encore une grosse interrogation. Mais on n'est pas, je pense qu'on n'en est pas encore là. Mais voilà, j'ai juste envie de souligner ça. Avant d'aller un peu trop dans la tactique, je voulais juste qu'on boucle un peu là ce chapitre sur
les départs et arrivées au club avec les jeunes, parce qu'on les a un petit peu cités, Kylian Malouaya et Mo Diawara sont dans l'effectif professionnel, tout comme l'était Pacom Dadia et justement Mo la saison passée. Lilian, peut-être je voulais te lancer là-dessus, parce que pour toi, ils ont un rôle à jouer cette saison, et est-ce qu'ils ont ils vont avoir des opportunités en tout cas, ou est-ce que c'est possible d'avoir pour eux des opportunités de jouer et de se montrer, on va dire, comme des joueurs qui peuvent être utiles dans le collectif parisien. Bah, je pense que oui, ils auront des occasions de se montrer parce que, comme on l'a dit, l'effectif n'est pas pléthorique. Il y aura cette saison une compétition supplémentaire avec l'Eurocup. Donc, à minima, quasiment toutes les semaines, 2 matchs par semaine. Et avec un effectif qui, on l'a dit, voilà, à 8-9 joueurs clés, plus du coup Mohamed Diawara et Kylian Malouaya. Et ben, je pense que ce soit peut-être pas à tous les matchs, mais je pense que les deux jeunes joueurs auront leur chance, en tout cas. On l'a vu après ça reste de la pré-saison, mais ils ont eu sur certains matchs de vraies responsabilités, un vrai rôle. Et on a vu que par exemple, pour un Mohamed Diawara, on l'a quand même vu assez transfiguré déjà par rapport à la saison dernière. On l'a beaucoup vu, surtout en espoir. Mais on sent que d'avoir participé avec les compétitions jeunes cet été en équipe de France comme Malouaya, ça lui a fait du bien. Et je pense que les deux, en plus, pour le coup, ils ont... Peut-être qu'avec Pacôme, ils se marchaient un peu sur les pieds entre Mohamed et Pacôme. Et là, il y a peut-être... Chacun a un rôle un peu défini. Mohamed va pouvoir peut-être dépanner à l'intérieur. On a dit que voilà, la rotation sur le poste de pivot n'était pas pléthorique. Donc voilà, il va peut-être pouvoir aider. Et Kylian Malouaya, on l'a dit, il y a beaucoup de porteurs de balles dans cette équipe. Et justement, lui, il peut apporter un autre profil, un peu plus off-ball, un peu plus shooter, un peu à la manière d'un Gauthier Denis. Et je pense que dans ce sens-là, les deux, dans des rôles différents, peuvent avoir, et très certainement, au cours d'une saison qui promet d'être longue, auront leur chance avec Will Weaver. Bien écoutez, je vous propose qu'on enchaîne sur ce qu'on a vu un peu en prépa depuis la fin août. Il y a eu, si je le compte bien, 8 matchs amicaux depuis la fin août. Paris qui en a remporté 6 et qui en a perdu 2. Antoine, peut-être pour démarrer, qu'est-ce qui change? C'est quoi parce que moi je trouve en tout cas qu'il y a cet aspect-là dans le nouveau basket, en tout cas prôné par le Paris Basketball. Qu'est-ce qui change du basket qui était prôné par Jean-Christophe Prat de celui qui est, en tout cas pour le moment, imaginé par Will Weaver? Ce qui change de ce que j'en ai vu personnellement, c'est l'intensité. Bon, on sait déjà que sous Jean-Christophe Prat, ça joue intense, mais là c'est vraiment un style, si on devait comparer ça à de la NBA, d'où vient Will Weaver, c'est du run and gun, jeu en transition très rapide, où en moins de 5 secondes, tu dois être de l'autre côté, soit shooter, ou soit... Enfin, il y a vraiment... Il y a peu de temps pour le demi-terrain, il n'y en a même quasiment pas du tout. Et on a vu l'effectif et les joueurs qui se sont intégrés dans ce groupe-là sont pas faits pour ce système-là. Enfin, de ce que j'en ai vu pour l'instant, peut-être qu'en évoluant au fur et à mesure de la saison, je peux me tromper. C'est cette capacité à jouer très très vite et à se projeter extrêmement vite vers l'avant. À l'image je vais rester dans le NBA, mais enfin, toute proportion gardée bien évidemment, des Phoenix Suns, c'est vraiment, tu cours, enfin des années 2000, c'est tu cours et tu shootes de manière assez rapide, avec un grand à l'intérieur, Ismaël Kamagaté en l'occurrence, qui récupère les ballons si vraiment il y a du raté et qui fait ce qu'il sait faire de mieux à l'intérieur, c'est-à-dire s'imposer. C'est vraiment ce qui émane de ce nouveau groupe pour l'instant, selon moi. Après, j'attends encore de voir le début de saison pour comprendre un peu plus le basketball prôné par Will Weaver et comment il va être compris par son groupe. Antoine l'a un peu cité, Lilian, ce qui change globalement avec là ce Paris Basketball avec un nouveau visage, avec un nouveau coach. Perso, plus que la défense, c'est surtout l'attaque. Moi, je trouve qui est métamorphosé. Alors là, on a joué que 8 matchs de pré-saison, c'est pas grand-chose. Et ça veut généralement pas forcément dire grand-chose de la saison qui suit. On l'a vu l'an dernier. Paris a fait une super pré-saison, a fait une saison plus que moyenne, très moyenne. Mais je trouve qu'offensivement, il y a quand même un truc qui a changé. On voit beaucoup plus de liberté, je pense, du côté des joueurs. Je sais pas ce que tu en penses.
Oui, c'est tout à fait ça. On voit beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de tirs pris en première intention. Pas forcément des tirs forcément très ouverts ou quoi, mais dès que le joueur sent l'opportunité ou est dans une bonne position pour lui pour le prendre le tir, en tout cas il va le prendre. Comme l'a dit Antoine, il n'y a quasiment pas de jeu placé pour l'instant en tout cas. On a vu par exemple, on pouvait avoir l'habitude pour les joueurs qui sont restés, Dustin Sleva qui prend quand même quelques ballons au poste bas. Franchement, je ne l'ai pas vu en prendre beaucoup sur cette pré-saison. Et voilà, il y a beaucoup de jeux autour de la ligne à 3 points. Tu disais Antoine, il y a juste Ismaël Kamagaté qui reste vraiment en socle, en pilier dans la raquette, même quand il est accompagné par Amir Sims, qui est on va dire un intérieur, typé comme un intérieur. Il reste beaucoup lui sur les lignes extérieures également. Et ça cherche aussi beaucoup les corners, mais pas forcément sur des drive kicks directement. De la tête de raquette, on transmet directement au corner, donc ça fait parfois des passes risquées, mais en tout cas c'est vraiment le type de jeu prôné. Et je trouve quand même, pour faire peut-être la transition sur la défense, qu'il y a quand même un gros changement, c'est que le Paris Basketball switch complètement dès qu'il y a un écran, ça switch. Et ce qui je trouve est peut-être pas mal par rapport aux qualités des joueurs qu'on a notamment sur le backcourt. L'année dernière, c'était compliqué défensivement sur le backcourt. Je pense que cette année, ça le sera aussi. Et donc, le fait de switcher peut aider là ces joueurs justement qui sont en difficulté un petit peu sur cet aspect-là du terrain. On pense notamment à Kyle Hyman, peut-être aussi Tyrone Wallace. Donc, c'est pas la spécialité, mais encore avec ses dimensions athlétiques, ça peut aller. Et aussi, avant de donner la parole à Antoine, ce qui va aider et ce qui permet aussi le switch, c'est que dans cette équipe, je l'ai nommé au début, c'est la dimension athlétique. Le plus petit joueur dans cette équipe, c'est Kyle Allman, il fait 1m90. Sinon, tout le monde est au-dessus du 1m90. Tout le monde fait quasiment 2 mètres. Même le nouveau joueur, Amar Gegic, il fait 2 mètres alors que c'est un combo guard. Et c'est ce qui permet aussi de pouvoir... je trouve qu'en fait, Will Weaver instaure un style de jeu à la fois très libre en attaque et également en défense parce qu'il y a des changements assez perpétuels. Je trouve qu'il impose un style de jeu qui correspond plutôt bien aux qualités des joueurs dont il dispose. Alors, c'est marrant que tu en parles là, du switch parce que moi, c'est la première réaction que j'ai eue en voyant un peu les recrues et avant l'arrivée même d'Amar Gegic, c'était de voir un effectif qui était extrêmement grand sur tous les postes. Et c'est la réflexion que je me suis faite, c'est pour défendre en fait, Paris aura en tout cas du matériel parce que tu n'as que des grands joueurs, donc en fait, va être plus facile pour défendre. Et comme tu le dis, tu peux plus facilement aussi cacher tes mauvais défenseurs, ce qui sont, je pense, globalement tous les deux sur le backcourt, comme tu l'as cité. Je trouve que c'est plutôt intelligent d'avoir construit du coup un effectif en te disant on cherche des joueurs qui sont offensivement aptes à évoluer ensemble avec beaucoup de liberté et qui en défense sont interchangeables et tu peux éviter en fait des mismatchs compliqués. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il y a très peu en fait de différence de taille entre ton meneur et ton pivot. Enfin, en tout cas, moins que ce que tu peux avoir en Betclic Elite généralement, parce qu'en Betclic Elite, globalement, tous les meneurs font un 85 ou moins. Avoir un meneur d'un mètre 90 qui est plus un 2 qu'un 1 quand il est arrivé à Paris, je parle pour Kyle Allman, ça pousse aussi Paris du coup à avoir un système défensif qui peut être intéressant. Et effectivement, pour vous rejoindre encore une fois, c'est l'attaque où ça change. Enfin, tu vois le basket qui était pratiqué en avril-mai à Paris et qui l'a été en septembre. On joue ça, c'est pas le même sport. Simplement parce que quand on avait un meneur très gestionnaire avec Ryan Boatwright qui était plutôt lent, qui va utiliser ses 24 secondes pour jouer. Le problème, c'est que Paris prenait beaucoup de paniers, donc tu jouais beaucoup sur demi-terrain, mais tout le reste, là, ce que Will Weaver et le Paris Basketball proposent, c'est clair que ça court beaucoup et que tu as aussi le matériel c'est quasiment que des jeunes joueurs. Je crois que c'est Axel Toupane, mais je parle sous votre contrôle, je crois que Axel Toupane est le plus vieux joueur de l'effectif et qu'il a que 30 ans. Oui, je crois. Et même combien ont 30 ans dans cet effectif? Je crois qu'il y a plus, non? C'est le seul, parce Voilà, qu'après, c'est ça.
Bah après, c'est Tyrone Wallace qui a 28 ans, je crois. Voilà, c'est Oui, c'est ça. les deux C'est plus ça. âgés. C'est les deux plus âgés de l'effectif. Et donc, forcément, si t'es jeune, tu peux courir. Et tu peux encaisser, tu peux encaisser plein de possessions par match avec un rythme beaucoup plus élevé. C'est ça, moi, qui me choque le plus. C'est le nombre de possessions qu'on a. Et ça se voit sur tous les scores de la pré-saison. C'est vrai que Paris a pris beaucoup de fois plus de 85, 90 points. Mais en mettant à chaque fois soit pareil, soit beaucoup plus. Il y a eu déjà plusieurs matchs à plus de 100 points. Je pense que l'idée, en tout cas, c'est de prôner un basketball d'attaque beaucoup plus développé et beaucoup plus tranchant qu'il ne l'était l'an dernier, en disant on a du matériel défensif suffisant pour être, on va dire, dans la moyenne, et que on va miser sur l'attaque pour se différencier et gagner des matchs. Antoine, c'était un mot là-dessus Non, non, pardon. Non, là, je repensais justement à. T'as cité Ryan Boatwright, et c'est vrai que même si, comme on l'a dit, on n'a pas vu encore énormément de matchs et de séquences du Paris Basketball pour se faire un avis global et totalement complet. Mais quand je repense à Ryan Boatwright et le jeu arrêté que tu as très très bien cité et ce qu'on a vu déjà maintenant sur quelques matchs, c'est totalement le jour et la nuit. C'est tout ce que j'ai ajouté. Je pense que sinon vous avez vraiment tout dit. Moi, la seule crainte que j'ai, c'est du fait de jouer aussi vite en attaque, c'est que tu vas peut-être défendre plus longtemps que tu, au final, n'as le ballon sur la globalité d'un match. C'est là où le switch peut aider, où potentiellement tu vas faire un petit peu moins d'efforts défensifs pour, par exemple, te battre dans les écrans ou pour vraiment suivre ton adversaire direct. Ça nécessite beaucoup plus de communication entre les joueurs. Mais c'est peut-être la seule crainte que j'ai, que notamment, c'est ce qu'on disait déjà en préambule du podcast, c'est qu'au fur et à mesure de la saison, quand les rencontres vont s'enchaîner, comment l'équipe va répondre physiquement à cela. Parce que mine de rien, même si tu prônes un basket d'attaque, il faut quand même de temps en temps réussir à faire des stops. Et c'est peut-être la seule crainte que j'ai, le fait de prôner ce type de jeu offensif en Betclic Elite dans un championnat, on le sait, la plupart des équipes, où ça joue quand même assez lentement. C'est moi l'une de mes craintes. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, mais moi, ce que je te répondrais là-dessus, c'est j'ai envie de te dire que si tu maximises ton attaque et que justement tu as envie de jouer sur du running gun comme ça, tu vas forcément, donc comme tu le dis, plus défendre. Mais moi, ça me dérange pas dans le sens où ça me dérange pas si tu es efficace en attaque. Si tu arrives à mettre des paniers, forcément, tu vas défendre plus longtemps, mais il faut que tu vas vivre par ton attaque et limite mourir par ça. Je pense que ça aura peut-être des limites dans la saison contre certaines équipes, même pour peut-être des équipes tout simplement qui elles vont jouer full demi-terrain et complètement casser le rythme que tu peux toi essayer d'imposer. Mais voilà, même je vais aller au bout de la chose. Je pense que Paris doit avoir son rythme de jeu pour être efficace et pour gagner des matchs. Et si tu joues sur un faux rythme, que tu joues sur le rythme de l'adversaire, j'ai un peu peur, comme tu le dis, que tu rentres sur des choses où tu sois moins efficace. Par exemple, si tu vas jouer sur du demi-terrain, effectivement, on dit qu'on joue très peu sur demi-terrain depuis le début de saison. Est-ce que tu vas avoir la capacité de te réinventer en plein match pour aller battre une équipe qui va te proposer un rythme super lent, qui va se jouer peut-être en 60 points, 65 points? Est-ce que tu vas être capable d'être suffisamment efficace derrière en défense pour jouer ce type de match? Je me pose la question, je sais pas trop. En fait, je n'arrive même pas à te répondre. Antoine, je sais pas si toi tu as une idée là-dessus, mais je pense que Paris doit vivre en fait via que l'attaque en fait. Oui, c'est ça. Paris doit imposer son style et le conserver et pas tomber dans le piège, comme tu as dit, d'équipes qui pourraient arriver face à Paris et instaurer un demi-terrain ou un jeu très défensif. Tu vois, par Surtout que exemple, les matchs. c'est arrivé Comment? à Fos l'année dernière, par C'est exemple. exactement ce que j'allais dire. C'est l'exemple que j'allais prendre, c'est les matchs de Fos où il y a une cinquantaine de points et tu te fais totalement, on va dire, avoir par la stratégie mise en place par Rémi Giuta à l'époque. Et au final, on a vu ce que ça a donné. Enfin, je crois que Paris a perdu les deux matchs contre Fos, ou c'est moi qui... Je sais Enfin, plus. À l'aller, je m'en souviens, on a perdu oui, avec de 5 60. points. Ouais, mais on perd avec 60 et 57, un truc du genre. et au Oui, retour voilà. aussi à Carpentier, on a Mais perdu. je crois qu'on perd à Ouais, c'est Carpentier ça. aussi. Voilà. Mais avec Ouais, plus c'est de ça, points.
C'est de ne pas se faire avoir, instaurer son rythme et ne pas tomber dans un piège d'une équipe qui voudrait juste ralentir le rythme, et ce qui n'a pas l'air d'être pour l'instant la tasse de thé des nouveaux joueurs parisiens. Et après, je parlais défensivement peut-être d'une possible fatigue, mais aussi ce type de jeu, même si, voilà, on le dit, les possessions vont très vite, justement, ça demande aussi beaucoup d'efforts pour les joueurs pour rapidement se placer en attaque et pour faire ces allers-retours incessants. Donc, c'est à la fois en défense, mais aussi en attaque. Et c'est en ça où vraiment, c'est quelque chose qui revient beaucoup, mais la profondeur. Un joueur de plus dans cet effectif, franchement, ne serait pas trop, même si c'est pas forcément pour jouer d'immenses minutes, mais juste pour de temps en temps, que ce soit à l'intérieur quand il y a des problèmes de faute, ou juste pour faire souffler un petit peu sur les lignes arrière. D'autant plus que tu joues pas que la Betclic Elite cette année, tu joues l'Eurocoupe, tu auras de la Coupe de France quand même, ça rajoute beaucoup de matchs, donc c'est ça, c'est au bout d'un moment, les organismes ils vont commencer à se fatiguer, hein. Non, moi aussi, je milite pour que t'aies un intérieur de plus. Peut-être même si tu le mets un peu dans le site d'Ismaël ou avec quelqu'un qui va pas stretch, qui va juste prendre des rebonds et courir. Mais pour moi, il te faut un nombre de plus, tout simplement, parce que, comme tu dis, c'est énergivore, ce style de jeu. Alors, c'est un groupe jeune, beaucoup, enfin, ils peuvent courir, c'est ça que je veux dire, ils peuvent répéter les efforts sans que ça entame trop, on va dire, leur énergie. Si t'as un blessé, par exemple, tu vas pas trouver forcément un remplaçant tout de suite, tu vas être un peu en galère. Si t'as un blessé sur les lignes intérieures, euh, ça va être très très vite compliqué de tenir le rythme. Et déjà qu'il est difficilement tenable, hein, j'ai un peu de mal à. Tu vois, là, depuis le début de saison, Ismaël a eu un problème à la cheville, Toupane a loupé les 3 derniers matchs de pré-saison. Il y a déjà des pépins. Et comment tu règles ça? Bah, c'est en responsabilisant un peu plus Modiawara ou Malwaya, en leur donnant des minutes en tout cas. Je suis pas sûr, enfin même j'en suis sûr d'ailleurs, que ce soit la bonne méthode. Je pense pas que ce soit la bonne méthode justement que de donner des minutes aux jeunes si tu veux gagner des matchs. De toute manière, c'est comme ça que ça va marcher. Ça va être avec les joueurs expérimentés que tu vas gagner des matchs. Si tu commences à donner un peu plus de minutes à Mo ou à Kylian, ça va être un peu plus compliqué pour peut-être avoir des objectifs assez élevés, ou du moins des playoffs cette saison, quoi. Je sais pas si vous aviez un autre mot sur la prépa, peut-être un joueur qui vous a marqué, Lilian. Je pense qu'on peut dire les deux recrues américaines pour le coup. Parce que on savait pas forcément trop à quoi s'attendre. On avait quand même deux joueurs au profil bien différent au niveau de leur carrière. Déjà pour commencer, Tyrone Wallace qui a fait toute sa carrière en NBA, beaucoup plus voilà, sur le banc NBA que sur le terrain. Et c'est sa première vraie saison, ça va être sa première vraie saison en Europe. Et donc, pour l'instant, il montre des choses assez étonnantes. Je me faisais la réflexion, là, quand on regarde son profil, depuis le début de la pré-saison avec Paris, il tire énormément à 3 points, alors que dans les quelques 100 matchs NBA qu'il a pu faire, il tirait assez peu à 3 points. Donc, c'est un petit peu. On découvre. Enfin, c'est peut-être un joueur qui va se révéler en ayant un vrai rôle dans une vraie équipe. Et Amir Sims, lui, c'est un petit peu. Pour lui, il sort de l'université. Voilà, il a un gros cursus. Il a joué en G-League la saison dernière. Et c'est un profil, c'est un intérieur, mais au final, il joue comme un ailier. Donc c'est en ça où aussi on parle beaucoup d'un autre intérieur parce que Sims, il fait plus penser à un ailier qu'à un intérieur. Donc voilà, mais en tout cas, les deux ont fait une super pré-saison et ils sont vraiment en opposition avec ce qu'on a pu avoir l'an dernier. Quand on compare par exemple avec un Ryan Boatwright et un Kylo Quinn, ce sont deux joueurs qui ont l'air, surtout Tyrone Wallace, assez taiseux. Amir Sims, on a vu qu'il pouvait montrer ses émotions. Mais en tout cas, ils ont fait preuve de beaucoup de constance, de ce qu'on a pu voir. Et c'est très encourageant, sachant que Paris s'attendait en les recrutant à ce que ce soit des fers de lance de l'équipe. Et dès les premières minutes avec l'équipe, on a vu que c'était le cas et de plutôt fort belle manière. Antoine, est-ce que tu as quelqu'un, toi, qui t'a un peu marqué sur... Non, j'avais la même analyse que Lilian. Je voulais surtout voir Amir Sims et Tyrone Wallace. J'ai été agréablement surpris par Amir Sims. Enfin, pas que j'avais des doutes, hein, mais
Je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Il y a un vrai potentiel offensif. J'attends encore de voir. Voilà, comme a dit Lilian encore une fois, il joue comme un ailier, mais est placé dans la raquette. J'attends encore de voir comment il va être utilisé parce je trouve qu'il y a vraiment il y a énormément de potentiel. J'aime beaucoup la comparaison entre Ryan Boatwright, Kyle O'Quinn et Tyrone Wallace, Amir Sims. Je pense qu'on a gagné au change déjà par rapport à un intérieur, même s'il y en a un qui est moins intérieur que l'autre. Sinon, après, ça fait plaisir de revoir Ismaël Kamagaté là. Je trouve que il a été intéressant sur certaines séquences. Je l'ai vu shooter à 3 points à l'échauffement, ça m'a hypé. C'est à peu près tout pour l'instant. Oh, bah, pour moi, j'avais pareil sur Amir Sims plus que sur Tyrone Wallace. Tyrone Wallace, j'avais moins de doutes en fait enfin, le seul doute que j'avais, c'est l'adaptation peut-être au basket européen. En tout cas, de ce qu'on a vu, du peu d'échantillons de ce qu'on a vu, en tout cas, ça a l'air de prendre. Mais moi, c'est plutôt sur Amir Sims où Lilian le citait. Il sort d'un cursus de fac, il a fait un an de G-League, débarque à Paris, tu sais pas trop si la sauce va prendre. Pour l'instant, ça a l'air de prendre en tout cas. Il- vous le dites, c'est un ailier fort qui joue ailier, ouais, vraiment, c'est un vrai 4-3. Et je trouve qu'en fait, il a des vraies mains. Et ce qui fait justement que ça en fait limite un ailier, c'est je le vois beaucoup driver depuis le début de saison. Prendre le ballon depuis la ligne à 3 points et vraiment attaquer le cercle. Pas forcément tout le temps avec de la réussite, mais il y a des fois où c'est assez fort en fait ce que je trouve ce qu'il peut proposer avec le ballon dans les mains, surtout en attaque. Et il faudrait qu'il ait un peu plus de réussite au tir parce qu'il a du déchet par rapport à son volume de shoot depuis le début de la pré-saison. En tout cas, 3 points, il a encore à se régler, mais je suis plutôt agréablement surpris. Il faudra voir dans des vraies oppositions de championnat dès samedi ce que ça va pouvoir donner après. Mais plutôt coup de cœur pour l'instant sur Amir Sims, en tout cas depuis quelques semaines. Je Et je vous... pense, et je Vas-y. pense qu'il facilite l'intégration des deux joueurs, c'est qu'au final, tu le disais, Tyrone Wallace se fait plutôt bien pour sa première saison, pour la première saison qu'il va faire en Europe. Mais au final, c'est un jeu très américain qui pour l'instant est produit par Paris. Et donc, je pense que c'est ce qui facilite aussi leur intégration pour qu'ils se sentent aussi bien. Et si je devais rajouter moi un joueur qui là n'est pas nouveau à Paris, c'est Gauthier Denis, qui a vécu une saison un Je petit voulais en parler en plus juste après. voilà, qui a vécu une saison un petit peu compliquée quand même l'année dernière et qui là en tout cas sur la pré-saison on le sent beaucoup plus à l'aise et pas seulement dans son registre fétiche qu'est le tir, même les rares fois où il porte la balle et je trouve que si vraiment Paris peut compter sur un bon Gauthier Denis cette année, ça fera aussi à bien fou au club de la capitale. Bah, c'est vrai, Gauthier, l'impression déjà que le système très américain, de beaucoup de liberté en attaque, un peu moins de système, lui offre en fait des meilleures positions de tir que quand il y avait des systèmes avec Jean-Christophe Pratt, notamment la saison dernière, où tu le trouvais dans des positions mais qui étaient juste pas normales et en fait qu'il n'avait pas une réussite au tir. Ouais, elle était pas bonne, mais elle était vraiment pas bonne pour ce que lui il est capable de faire en fait. Parce que les positions de tir et les timings de shoot, enfin, quand Ryan Boatwright prend la balle 20 secondes, je schématise encore une fois, mais quand tu poses un dribble pendant 20 secondes pour le donner à l'arrière qui shoot une Ave Maria parce qu'il reste que ça à tenter, là je trouve que il profite en fait de la polyvalence d'un Wallace ou d'un Holman pour avoir plus de spacing et être trouvé en sortie de système ou en tout cas en fin de chaîne pour sanctionner. C'est plutôt pas mal. Et tu le dis avec le ballon, c'est des choses qu'on ne voyait plus faire depuis un bon moment. Mais moi, c'était la saison de la montée en Betclic Elite où je trouvais qu'il drivait beaucoup, en tout cas. Et c'est des choses qu'on n'a pas vu du tout faire l'an dernier parce qu'il n'avait plus la balle dans les mains. Et là, tu lui redonnes la balle, il est capable de le faire, aller chercher des fautes. Vu qu'il a droit au lancer franc, ça peut être aussi une arme supplémentaire dans l'attaque parisienne. Je vous propose qu'on boucle ce podcast par le calendrier à venir, un bout de pronostic, on va faire tout ça. Peut-être même on va commencer par le pronostic, je pense que ça sera le plus logique. Je vais commencer avec toi Lilian.
On s'est dit sur la saison, ce qu'on va vous présenter, on va vous présenter chacun le pire scénario qu'on imagine et le meilleur scénario. Je te laisse débuter, Lilian. Quel serait ton pire et ton meilleur scénario pour Paris? Ben, le pire scénario, forcément, ce serait que peut-être les petits doutes qu'on a se concrétisent. Le pire scénario, je pense, ce serait vraiment que la justesse en termes d'effectifs se fasse ressentir dès l'hiver et qu'il y ait également des petits soucis avec le fait qu'il n'y ait pas forcément un porteur de balle attitré et que ça cause des petits troubles dans le jeu collectif de l'équipe, qu'il y ait pas mal de pertes de balles ou que voilà, le jeu se délite et que Paris, bah voilà, les résultats suivent pas. Paris est obligé de faire appel à des renforts vers janvier-février, comme il en a l'habitude depuis maintenant quelques saisons. Et au final, Paris devra faire un choix entre les phases finales de Eurocup ou les playoffs en Betclic Elite. Et voilà, ce serait un petit peu ça la saison catastrophe. Et saison catastrophe, ce serait vraiment que dans les deux cas, il n'y ait aucune phase finale, que ce soit en championnat ou en championnat d'Europe. Mais ça, ce serait vraiment le pire scénario. Et dans le meilleur des cas, ce serait que, bah, on l'a dit, que Paris arrive à imposer sa cadence et son jeu un petit peu américanisé à la Betclic Elite. Que Wallace et Sim soient là, confirment leur belle promesse de la pré-saison. Et que voilà, on l'a dit, on en parlera dans d'autres épisodes, mais voilà, Paris a largement les moyens de se qualifier pour les phases finales de l'Eurocup au vu du format, en tout cas qui est assez accessible déjà pour accéder aux phases finales. Après, pour aller plus loin dans la compétition, c'est autre chose. Et voilà, dans un scénario parfait, ben, cette fois Paris, avec on va dire une petite année de retard sur son calendrier, accroche les playoffs de Betclic Elite, pas forcément dans le haut du panier parce que quand même encore cette saison la densité du championnat sera importante, mais accroche les playoffs sans non plus trop de soucis. Et bon, on va peut-être pas parler de playoffs pour le moment, on va juste parler de saison régulière. Voilà, être déjà dans les 8 et se qualifier pour les phases finales de l'Eurocup, ce serait déjà le meilleur scénario que peut rêver Paris. Antoine, dans ton meilleur scénario, est-ce qu'il aussi il y a des playoffs en Betclic Elite ou Dans mon meilleur scénario, oui, oui, voilà. Je pense pas que c'est une année de retard, même si bon, l'année dernière on les voyait déjà en playoff. Bon, après, mes qualités de pronostiqueur ne sont plus à écouter, clairement. Mais oui, il y a les playoffs, comme a dit Lilian, pas forcément tout en haut du panier, mais accrocher, être dans les 8, moins se faire peur que l'année dernière, moins perdre de matchs un peu bêtement. On va espérer que enfin, l'apprentissage de certains joueurs qui sont restés est resté et qu'on fera pas les mêmes erreurs. Donc une place en play-off, après avoir jusqu'où on ne sait pas, mais que voilà, le jeu parisien puisse devenir un petit peu dérangeant pour les autres et que cette patte dont on a parlé puisse les mener assez loin et surtout assez loin de la zone de relégation à laquelle Paris a beaucoup trop pensé l'année dernière, bah, jusqu'au dernier match. Donc au vu de l'effectif, oui, s'il n'y a pas trop de blessures et pourquoi pas un nouvel arrivant, oui, il y a des playoffs. et dans ton pire scénario? Il n'y a pas de playoffs. Il n'y a pas de playoffs. La mayonnaise prend pas. Comme a dit Lilian, il y a des blessures. Donc tu combles avec des joueurs qui sont pas habitués. Et je vois pas quand même cet effectif jouer le maintien, mais tu finis à une place relativement ventre mou. Ce qui en soit, d'abord, il faut confirmer la deuxième année, comme on dit, mais au vu des ambitions du Paris Basketball, ça serait vraiment dommage de pas je pense, si je veux pour synthétiser, je pense que si on n'est pas dans un top 10, c'est négatif. Donc si on finit entre 11, 12, 13, sans forcément jouer le maintien, ça sera quand même un scénario négatif. Moi, je greffe ce que vous avez dit de chacun l'un l'autre. Dans le meilleur scénario, tu as des playoffs dans les deux compétitions que tu joues. Ou alors tu fais peut-être une épopée en Coupe de France, qui est pas impossible. Hein. Sur un match, c'est jouable. Ou alors la Leaders Cup, j'en sais rien. Enfin bref, tu step up vraiment enfin, tu montres que tu as passé un cap en fait dans ton projet en tant que club. Je pense que ce serait pour moi le meilleur scénario. Vraiment, playoff comme tu l'as dit, Lilian, sans trop de problèmes. Pourquoi pas les playoffs en Eurocup si Paris se met au niveau.
si Paris est vraiment au niveau de la compétition. Et je rajouterais un petit détail, ce serait de gagner au moins un match délocalisé cette année. Il y en aura 3, il y en a un à Roland-Garros, 2 à Bercy. Ce serait bien d'en gagner au moins un parce que ça n'a toujours pas été fait. Et que ça commence à faire long. Voilà un peu pour mon meilleur scénario. Et pour mon pire scénario, ce serait catastrophe, blessure et quasiment à jouer le maintien toute la saison. Et un bon scénario à rajouter que Ismaël Kamagaté conserve son titre de meilleur défenseur de l'année. La hot take. Ça fait plaisir, faut pas oublier qui a été élu meilleur défenseur de l'année, parce qu'on parle beaucoup d'attaque, et on dit que la défense va être compliquée. On a le meilleur défenseur de BetClick Elite, selon les trophées. Il facilite il fait en sorte que ton équipe ne plonge pas défensivement. C'est plus ça. Mais Lilian, tiens, est-ce que Ismaël peut l'être à nouveau ou pas du tout? Il peut l'être à nouveau. Après, est-ce que c'était vraiment le meilleur défenseur de l'année en BetClick Elite la saison dernière? Bon, voilà. Je laisserai les auditeurs en juger. Il était parmi les tout meilleurs, mais peut-être pas le meilleur. Et écoute. Oui, après, c'est comme Victor n'était pas forcément le meilleur jeune champion. Voilà, bon, les trophées, voilà, c'est toujours. Chacun a son avis là-dessus. Mais plutôt pour terminer sur cette partie pronostic, en regardant le mois d'octobre de Paris, en tout cas, on saura très vite, je trouve, si cette équipe, a le niveau de ses ambitions, on va dire, parce que le mois d'octobre est quand même particulièrement salé, notamment en déplacement. Alors, on verra déjà là, en termes de profondeur d'effectif, comment ça se passe un petit peu, mais à la fois en termes de déplacement et en termes d'adversaires que tu vas jouer, et de matchs à enjeu. Il y aura notamment le match à Roland-Garros contre Monaco. Là, sur tes 4 premiers matchs de BetClick Elite, tu as 3 déplacements. Et ils sont relous. Les 3 sont relous. Hein. C'est 3 déplacements compliqués. Hein. C'est Bourg, Nanterre et Limoges. T'as déjà vu plus facile comme ça pour aller jouer, tu vois. Donc, et en Eurocup, je crois que c'est les 2 premiers matchs sont 2 déplacements également. Alors, j'ai noté que le premier, c'est Ankara, donc contre Turk Télécom. J'ai plus le deuxième en tête, mais oui, il me semble que c'est aussi... Trento le deuxième ou c'est la réception Trento, les Italiens? J'ai un doute, j'ai plus le calendrier en tête, on ira checker, vous irez checker en sortant du podcast si vous voulez vraiment le savoir. J'avoue que là, je l'ai pas du tout en tête, mais effectivement, comme tu le soulignes, Lilian, tu dis le mois d'octobre, mais en fait, c'est tout le début de saison, là, c'est les 5 premières semaines sont déjà presque capitales pour voir un peu vers quelle saison tu vas te lancer. Et en fait, tu l'as vu très simplement l'année dernière. Paris commence très mal. Ça a pas loupé. Derrière, tu as fait une saison où tu as été très mal du début à la fin. Là, tu as Bourg, il faut penser que les 4 premiers matchs de championnat sont des matchs prenables. Évidemment, parce que tu te dis que tu peux battre tout le monde. Mais c'est des matchs aussi où tu peux perdre. Je mets un peu Blois de côté. C'est un promu. Ça sera à domicile. Il y a quand même moyen de te rassurer assez proprement, mais il faut faire le boulot à l'extérieur pour démarrer bien ta saison comme il faut. Et je dis 3 matchs sur 4 à l'extérieur, on peut même l'étendre presque à 4 sur 5 avec le match à Roland-Garros. Comme tu l'as dit, Paris n'a jamais gagné un match délocalisé. Là, tu vas jouer à Roland-Garros contre Monaco. Moi, je pars pas du principe que c'est un match à domicile, c'est un match où tout est nouveau pour les joueurs. Et donc, encore plus que Bercy. Hein. Encore plus que Bercy. Donc franchement, le calendrier pour le coup là n'est vraiment pas simple pour Will Weaver et ses hommes. Effectivement. Je sais pas si vous aviez un mot à ajouter ou alors on va simplement boucler cette preview. Non, on peut boucler là-dessus en disant qu'il y aura beaucoup de podcasts dans les semaines à venir. C'était mon intention pour boucler l'émission. Effectivement, comme Lilian vous le dit si bien, on a beaucoup plus de podcasts, un par match de BetClick Elite. Donc vous allez nous réentendre dès dimanche matin, probablement, normalement. Si tout va bien, dès dimanche matin, vous pourrez nous entendre sur cette première rencontre de BetClick Elite entre Bourg-en-Bresse et Paris. C'est samedi à 20h, c'est sur LNB TV, si je ne vous dis pas de bêtises. Paris qui sera diffusé sur Beansport à Nanterre, ce sera mardi prochain. Et je crois que le match aussi de Monaco à Roland-Garros est diffusé sur Bean. Je crois que ça a été annoncé aujourd'hui. Donc voilà, des podcasts à chaque match. Et en Eurocup, ce sera un mensuel, ce sera Lilian qui sera à la présentation. Et avec un programme bien chargé. Vous en aurez un très rapidement sur la preview aussi de l'Eurocup. Parler un petit peu des équipes
que Paris va affronter dans maintenant 2 semaines. Ça arrive plutôt assez vite. Je vous rappelle avant ça, vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux. Sur Twitter, je le répète, c'est @ParisB-8OnAir. Sur Facebook et Instagram, c'est Paris Basketball on Air. Comme je vous l'ai expliqué aussi en début de podcast, on a fermé le site, on a plus que nos émissions. Vous avez tous les liens dans les bios Twitter et Instagram. Tout est disponible. Vous pouvez vous abonner, mettre les 5 étoiles, les cloches. Bref, vous avez un peu la chanson. Et ben, on va se retrouver assez vite maintenant, dès dimanche matin, pour le récap du Paris Bourg-en-Bresse. Merci les gars pour cette preview et on se dit à bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.